Gobe. Ouah. Gobe. Live. Bonjour mesdames. Bonjour madame. C'est Bienvenue à la clinique vétérinaire Ah de bah Marseille. super. Alors c'est vous qui vous occupez de nos animaux ici Tout à fait. Alors nous sommes 3 vétérinaires. Donc D'accord. nous sommes 2 femmes et un homme qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Et nous sommes aidés pour ça par 3 assistantes. 2 sont présentes aujourd'hui à la clinique et une est en vacances cette semaine. Mais si vous voulez, je vais vous faire le tour de la clinique pour que vous vous rendiez compte. Ah bah oui, avec plaisir, surtout que moi en plus, bonjour madame. Bonjour. Donc deuxième vétérinaire, Docteur Caron, docteur Caron et... Docteur Méasson. Très bien. Alors, vous êtes en plus, vous avez vous quelque chose de particulier, vous êtes comportementaliste. Oui, alors moi je fais du comportement depuis plusieurs années. Donc en fait j'ai une formation de vétérinaire et puis suite à cette formation, j'ai eu envie de me spécialiser dans le comportement animal. Alors chien-chat. J'ai passé les cours de base du GCAF, ensuite j'ai fait la formation sur les animaux dangereux, les formations sur le permis de détention pour le propriétaire, on pourra en parler un peu plus tard, sur les animaux de catégorie 1 et 2. Oui, parce que là vous faites les chiens, les chats, mais il y a aussi d'autres... Alors on fait aussi les NAC, donc ce qui s'appelle les nouveaux animaux de compagnie. Ah, oui. Donc les nouveaux animaux de compagnie, ça peut être les lapins, ça peut être... les cobayes, les cochons d'Inde, voilà, tous ces les petits pitons, animaux, des trucs comme ça, on en a très rarement, très rarement des serpents. Ouais. Les gens d'ailleurs qui ont ce type d'animaux maîtrisent très bien en général et ont peu besoin du vétérinaire. Quand ils nous les amènent, c'est malheureusement souvent que c'est trop tard. Donc on s'en occupe peu, mais pour autant ces fameux NAC ont aussi besoin qu'on aide les propriétaires, qu'on les conseille parce que justement ce sont des animaux qui... bien souvent, par exemple, auraient besoin de ne pas vivre seuls, pas vivre dans une cage isolée, etc. Donc, c'est bien aussi de leur donner des renseignements et puis des conseils sur le comportement. Alors, chez les vétérinaires, vous faites aussi les oiseaux? Alors, il nous arrive aussi d'avoir des oiseaux. Alors, ça peut être des volailles, parce que certaines personnes ont alors, ça peut être des poules de compagnie, par exemple, hein, mais ça peut être aussi des poules qui sont là pour... justement parce que les gens produisent de la viande ou des œufs. D'accord. Et après, on a des gens qui ont des oiseaux de compagnie, alors ça peut être des perruches, ça peut être des perroquets, ça peut être... Et eux aussi ont souvent des problèmes comportementaux parce que forcément, ils ne vivent pas dans les conditions normales ni idéales. Ils sont souvent isolés. C'est rare que les gens en aient plusieurs. Parfois, ils ont la chance d'avoir une volière et ils en ont plusieurs. Dans ces cas-là, c'est Je me posais la question si les oiseaux aiment vraiment bien être en cage, moi. Alors évidemment, c'est toujours le grand débat. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient en liberté et puis au risque d'avoir des prédateurs, ou est-ce que on les préserve de toutes ces choses-là, mais à côté de ça, on les prive aussi d'une forme de liberté. Ça, c'est un autre débat. Alors, nous allons faire un petit tour. Vous avez combien de salles ici? Alors, donc cette clinique, elle a l'avantage d'avoir un label qui s'appelle le label Cat Friendly. C'est un label en fait pour la prévention en fait, de la maltraitance et pour mettre tout en œuvre pour le bien-être animal. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a fait des formations, moi en particulier. Et pour obtenir ce label, il faut avoir... différentes choses, c'est-à-dire par exemple il faut avoir une salle d'attente chat séparée de la salle d'attente chien, il faut avoir un chenil séparé de la chatterie, il faut que dans la salle chat il n'y ait jamais aucun chien qui rentre et qu'il y ait des diffuseurs d'hormones de bien-être. Le but étant que l'animal se sente le mieux possible et qu'il ressente le moins de stress possible quand il vient chez le vétérinaire. Parce que évidemment l'animal est inquiet, le propriétaire est inquiet. Et souvent, du coup, l'animal est moins médicalisé qu'il devrait l'être parce que justement, on a la hantise de l'amener. Donc, tout est fait pour essayer de respecter au maximum son bien-être. Donc, du coup, là, vous êtes rentré par la salle chien, en fait, la salle d'attente chien. Donc, ici, c'est réservé aux propriétaires, réservé entre guillemets, bien sûr, propriétaires de chiens. Voilà, on a... Et donc, il y a l'entrée chat. Et donc, il y a une autre entrée. Voilà, il y a une autre entrée qui est celle-ci.
D'accord. qui donne aussi sur le parking, mais qui permet du coup aux gens de rentrer avec le chat dans un panier, de poser le chat en hauteur dans son panier, donc ce qui lui évite d'être au sol et de stresser. Donc il y a des hormones, des diffuseurs d'hormones de bien-être en salle d'attente pour le chat. Oui, très bien. Tous les accessoires pour les chats, ouais. enfin, tout ce qui est pour chat est de ce côté-ci. Et du coup, quand la personne, donc ici après la consultation, retourne à l'accueil, là aussi il y a une partie accueil qui est réservée aux chats, avec l'arbre à chat des chats de la maison. Alors, des chats de la maison, deux chats, alors. Ah bon? je vous présenterai. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font là en ce moment? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent dormir à cette heure-ci. D'accord. Donc là, on est en consultation réservée aux chats. Aux chats, avec les Donc ils ont leur petit griffoir, ils ont de quoi se protéger. Là aussi, un diffuseur d'hormones de bien-être. Il n'y a aucun espace où ils peuvent se réfugier pour nous éviter d'avoir à les tirer, leur courir après quand ils se sont réfugiés quelque part. La table de consultation est plus haute parce que c'est plus facile d'être à hauteur avec un chat. Donc elle est plus haute que les autres. Et voilà, donc du coup elle se veut la plus sereine possible pour que les chats puissent être le moins stressé possible, on va dire. Bon, on va voir avec vous. Alors justement, donc ce monsieur qui vient d'arriver, c'est un monsieur qui est bénévole pour des associations. Très bien. Qui piège en fait des chats errants et qui nous les amène à la clinique de façon à ce qu'on puisse les stériliser, les identifier. Ah oui. Et ensuite ils sont remis à l'extérieur. Voilà. Ah bah super, bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom? Marc, Marc. du chat marseillais. Ah d'accord. Et voilà, donc on fait du trapage. Oui, alors quand vous dites trapage, c'est-à-dire, alors vous les attrapez, mais on pose une cage avec de la nourriture pour les appâter. Oui. Et ensuite, eh bien, quand ils rentrent, ça déclenche la trappe. Et puis on va les récupérer. On va les récupérer le matin ou quelquefois le soir. Et puis on les garde jusqu'à l'ouverture de la... Très bien. Alors là, il y a deux chats? Non, là, il n'y a qu'un chat. Un chat? Un gros chat. Ah bon? Ah oui, il est... Super. Il est costaud. On va le voir? Oui, bien Allez, sûr. on va le montrer. Bah, ça tombe bien que vous arriviez. Il est agressif avec les autres chats par contre. Ah. Donc Ah oui, c'est le gros matou. c'est un gros matou. Alors j'espère que... Bon, il a l'air d'être en forme. Hein. Oh, il est gros aussi. Oui, il est beau. Mais il agresse tous les mâles. Ah bon? Donc ça ira mieux une fois qu'il sera stérilisé. Hein? Oui, ben oui. Donc alors, un jour je viendrai vous voir les chats pour vous faire un sujet. Ah ben bien Je vous sûr, laisse, avec plaisir, hein? bien sûr. Oui. Voilà. Oui, Donc, oui. On a un refuge libre où les chats entrent et sortent. oui. Et c'est clôturé par la commune qui nous l'a clôturé. La cabane, le refuge, c'est nous qui l'avons monté, enfin les bénévoles. Et Ils rentrent, ils sortent, on leur met de la nourriture, ils ont des niches. Ouais, on Ils vient, sont chauds l'hiver et Ils sont très bien traités. oui, vous me parce laisserez que- un numéro, comme ça j'appellerai pour faire un Oui, sujet bien sûr, directement. bien sûr, avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Super. Alors on continue Alors de on visiter continue. cette clinique. Allez. Voilà, donc ça tombe bien. Donc voilà, ça tombe très bien parce que ça c'est notre quotidien. En fait, Ah tous oui. les jours, plusieurs fois par jour, on a à la fois des bénévoles comme ce monsieur et des employés municipaux en fait qui piègent. Et donc tous les jours, en fait, notre job c'est aussi de stériliser ces animaux errants pour éviter qu'ils ne prolifèrent trop, Bah oui. parce qu'après ça devient un problème aussi de santé publique. Et donc vous faites ça, En plus de nos consultations, de nos vous interventions. faites ça bénévolement, vous faites ça alors, on comment ne fait pas ça se ça passe? bénévolement, mais on fait ça avec des tarifs défiant toute concurrence. Hein, D'accord. voilà, Et donc c'est les associations qui règlent Alors ce sont les associations ou la mairie. ou la mairie. Ou la mairie. Voilà, il y a des budgets qui sont alloués pour la stérilisation et pour les soins. D'accord. Voilà. Bon, bah Et voilà. pour, c'est- malheureusement, des fois les euthanasies quand on nous les amène en mauvais état Et qu'il y a des opérations trop coûteuses. trop coûteuses ou Voilà. qui de toute Impossible. façon ne pourraient pas
résoudre le problème. D'accord. Bon. Voilà, donc du coup, Ok, ben voilà. Donc Alors, ici, c'est le laboratoire de la clinique. Donc on a l'intégralité de nos appareils qui nous permettent de faire les analyses en temps réel. C'est-à-dire que quand la personne vient avec son animal malade, on a les résultats en 10-15 minutes maximum. C'est plus rapide que les laboratoires. Ces appareils, alors là, vous allez avoir un appareil de numération formule, vous savez, pour mesurer les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Ah oui, celui-là, là. Celui-ci. Voilà, qui est ici, qui s'appelle un MS4. À côté, on va avoir une centrifugeuse qui permet en fait de préparer les tubes de sang avant qu'on puisse utiliser ce gros appareil là, qui est un appareil de biochimie. Celui-là. Voilà, ça permet de connaître l'état du foie, l'état des reins, l'état du pancréas, faire tout un tas d'analyses en moins de 10 minutes. D'accord. Et celui-ci permet d'avoir les hormones, donc les acides biliaires, le cortisol, la T4. Et en une vingtaine de minutes, on a tout ça. Ce qui permet de réaliser en fait un bilan complet. Ah oui. Puisque sur place, on peut aussi réaliser les radios, les échographies. Et évidemment, on a une salle de chirurgie. Donc en fait, ça permet de réagir rapidement, de ne pas perdre de temps. Ce qui correspondrait un peu aux urgences en médecine. Et il vous arrive de pratiquer une opération chirurgicale sans avoir été prévenu avant, comme bien ça, sûr, en bien urgence. sûr. Soit du coup on déplace nos rendez-vous si ça ne peut pas attendre, soit on reste entre midi et 15h, toute l'équipe, soit le soir. D'accord. Voilà. En tout cas, on s'adapte, on essaye d'être le plus réactif possible. Pour le bien-être et pour l'efficacité de l'intervention pour l'animal. D'accord, donc c'est super, hein. Ouais, c'est bien d'avoir tout ça sur place. Alors en termes de consultation pour les chiens, donc c'est séparé. On a donc cette première consultation là qui est donc la plus grande des deux, qui permet. Donc on a évidemment des tables qui sont électriques. Elle est basse pour l'instant, mais elle se remonte pour des petits chiens, voilà, pour des petits ou gros chiens. Oui, très bien. Ça nous évite de nous faire trop mal au dos. Et dans celle qui est en face, qui est aussi une consultation, c'est l'endroit où aussi on a notre échographe. Donc qui est ici. Et on a la chance en fait de posséder un laser, donc qui est là. Et qui nous permet de faire beaucoup de soins, aussi bien au niveau orthopédie, sur des chiens qui souffrent de hernie, des boiteries, des ligaments croisés. Ah oui, voilà. Parce que vous intervenez au laser. Hein, oui, on utilise ce laser. Donc ça nous permet d'éviter beaucoup de chirurgie depuis qu'on est équipé de cet appareil. On fait ça dans cette salle. Chouette, hein, oui. Et dans l'autre salle, du coup, si vous aimez bien les petits appareils, je vais vous en montrer un qui est petit mais extraordinaire. C'est celui-ci. Alors celui-ci s'appelle le Fovia. D'accord. Le Fovia libère une lumière bleue. Oui. En fait, on utilise un gel avec des chromophores à l'intérieur qui sont un gel orange. Et en fait, cette lumière bleue va diffracter la lumière à l'intérieur de la peau. Sur différentes longueurs d'onde, ça va pénétrer jusqu'à quasiment 6 mm et ça a un rôle cicatriciel très important, anti-inflammatoire, antibiotique. Ça permet des résolutions sur des plaies difficiles extraordinaires. Ah oui, bah dis donc. D'ailleurs, nous à la clinique, chaque fois qu'il y en a un ou une de nous qui se fait mordre, griffer, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se fait du Fovia pour cicatriser le plus vite possible. Ah oui, d'accord. Oui. C'est extraordinaire. C'est vraiment, ils ont gagné le prix d'innovation il y a 2 ans. Et on est très content d'être équipé de cet appareil. Super, bravo. Donc du coup, je continue la visite de la clinique. Donc ça, on va dire, c'est toute la partie qui est ouverte à la clientèle. D'accord, voilà, cette partie, moi celle-ci. Alors, on arrive ici, c'est la partie où on va réaliser ici des examens secondaires tels Bonjour, votre prénom. Alors ça, c'est Séverine. Séverine. Qui aujourd'hui nous a amené son petit chien parce qu'il avait un problème de boiterie. Ah oui. Oh, il est joli, quel âge il a ce chien? Elle a 3 mois. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est comme chien? C'est un Basenji.
qui est pas très connue en France, cette race. Voilà. Toute curieuse, toute mignonne. Très Ici, bien. les chiens côtoient les chats sans aucun problème. On va vous montrer les nôtres. D'ailleurs, il y en a une des deux qui est là. Alors voilà. Alors voici Patastrophe. Bonjour. Madame. Donc Patastrophe est arrivée extrêmement sauvageonne. On l'a gardée à la clinique plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de réussir à la toucher. Et puis finalement, on a réussi à très bien la sociabiliser. Maintenant, elle aime beaucoup les caresses. Et ça fait partie des 2 mascottes de la clinique, puisqu'elle a son copain Pirate qui est derrière vous. Alors, où est-ce qu'il est? Ah bah tiens. Pirate est ici. Alors, il porte ce nom-là parce qu'il n'a qu'un œil, Pirate. Ce sont les pompiers qui nous l'ont amené il y a 4 ans, trouvé dans une poubelle. Super. Ah, dans une poubelle carrément. Il était trouvé dans une poubelle, il avait un très très gros coryza, il avait son œil droit qui était crevé. Donc on l'a soigné et puis une fois qu'il a été en forme, je lui ai enlevé cet œil. Donc du coup il ne vit qu'avec un œil mais il vit très très bien, comme vous pouvez voir, il se porte bien le Pirate. Et voilà, ils vivent tous les 2 dans la clinique, ils n'en sortent pas, mais par contre ils sont très très accueillants, ils aiment beaucoup venir voir les gens à l'accueil, participer, rentrer dans les paniers des gens. Ils sont rigolos. C'est rigolo ça. C'est leur maison. C'est leur maison, voilà. Ils ont leur panier, leur lit, ils ont le luxe, tout, le grand luxe, Ah, c'est drôle, oui. C'est bien. Donc ici, vous avez donc la salle radio. Voilà, donc on a une radio avec un appareil qui permet de développer de façon automatique les radios, donc ça prend quelques secondes. Oui, là il y a eu la petite radio peut-être du chien. Du chien, voilà, de mon assistante qui boitouillait ce matin. Et puis là, c'est notre salle de chirurgie. Donc la salle de chirurgie possède un cialytique bien sûr, et puis surtout on a un appareil de gazeuse qui permet d'intuber et d'anesthésier au gaz les animaux. Et à côté de ça, on a un appareil qui permet de les monitorer, c'est-à-dire qu'on suit la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque pendant toute la durée de l'intervention. D'accord. Les petits appareils que vous avez à côté, il y en a un qui permet en fait de mesurer le nombre de gouttes que l'on va distribuer au niveau de la perfusion, et l'autre, ça permet d'injecter régulièrement, c'est une pompe à morphine, de façon à soulager les animaux quand ils sont hospitalisés sur plusieurs jours. Alors, les études, c'est combien d'années? Alors, les études, à mon époque, on avait 1 an de prépa. Enfin, malheureusement, souvent, on y reste un peu plus longtemps en prépa, puisqu'il y avait un concours à la fin. C'était 4 ans d'école et après, c'était la thèse de doctorat. Aujourd'hui, il y a 5 ans d'école avant la thèse de doctorat. Voilà, c'est un peu plus que ce n'était à mon époque. Il y a toujours la possibilité de faire, comme j'ai fait moi par exemple pour le comportement, des formations complémentaires à la sortie de l'école. Donc on n'est pas obligé de se destiner tout de suite à quelque chose. On peut, après avoir travaillé quelques années, se dire tiens, je me spécialiserai bien dans tel ou tel domaine. Donc ce qui est vraiment très très intéressant, voire même je trouve moi passionnant dans ce métier, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre, on a toujours la possibilité de faire quelque chose d'autre, de l'approfondir, d'avoir des formations. Oui, il y a des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies. Moi, quand je suis sortie de l'école, on n'utilisait quasiment pas l'échographe, par exemple. C'était une dame qui venait dans nos cliniques avec un espèce d'énorme caddie avec son échographe. Aujourd'hui, les cliniques vétérinaires sont pratiquement toutes équipées d'un échographe, alors plus ou moins bonne qualité, mais en attendant, il y a un échographe dans toutes les cliniques véto. Voilà, c'est vrai que les choses changent beaucoup. À l'époque, quand on voulait faire une radio, on utilisait des bacs dans lesquels on plongeait nos propres mains pour développer la radio. Aujourd'hui, c'est un appareil qui s'en charge pour nous et on n'a plus rien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on évolue aussi avec la technologie. Et on va parler de vous. Pourquoi vous avez voulu être vétérinaire? Ça vous a pris à quel âge? Les enfants, des fois, ils disent ça tout jeune. Alors ça m'a pris effectivement, j'avais peut-être 4 ou 5 ans.
je rêvais d'avoir une ferme en fait. Je voulais une ferme avec beaucoup d'animaux. Et ma mère m'a dit un jour, tu sais, avoir beaucoup de fermes, c'est compliqué parce que quand ils sont malades, il faut les faire soigner, il faut faire venir le vétérinaire. Et donc je lui ai dit, je serai vétérinaire alors. Voilà, et donc vous avez réussi. Donc j'ai réussi à être vétérinaire, je n'ai pas de ferme. Quand on a une détermination, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire et surtout de passer le cap des concours qui sont difficiles, des prépas qui sont longues, qui nous demandent à renoncer pendant 1 ou 2 ans à sortir avec les copains. Voilà. Donc c'est plus facile quand on sait absolument ce qu'on peut faire. Donc moi j'ai toujours eu envie de faire ça, donc c'était plus simple. Voilà. Merci de m'avoir fait faire le tour de la clinique. Super. Avec plaisir. Alors maintenant je voudrais qu'on parle de ce métier supplémentaire, parce que c'est un métier à part entière aussi, comportementaliste. Oui, alors le comportement, alors nous on voit comportementaliste dans les feuilletons avec les... Alors il faut faire attention à ce terme parce que pour l'instant je ne suis pas diplômée du DU universitaire. Je serai d'ici 2 ans. Voilà, c'est quelque chose de long à oui, parce que alors après, il y a combien d'années alors de... Alors en fait, moi j'ai fait beaucoup de formations, puisqu'au départ je ne me destinais pas à faire du comportement. Donc j'ai commencé par les cours du GCAF. Ensuite, donc j'ai passé une formation pour pouvoir faire ce qui s'appelle les évaluations comportementales. Les évaluations comportementales, c'est pour les personnes qui possèdent des chiens catégorisés, catégorie 1 et 2, dits dangereux. Donc mon rôle à moi, c'est d'évaluer la dangerosité de ces animaux-là. Parce que ces personnes-là sont obligées de faire une étude sur... Donc ils sont obligés de venir voir un vétérinaire spécialisé qui va donc du coup faire cette évaluation. Le niveau de risque possible, c'est de 1 à 4. Donc 1, on a un gros nounours, 4, on a un chien vraiment dangereux qu'il faut tenir isolé. Et ça veut dire qu'ils doivent les promener avec une muselière? Forcément, ces chiens doivent être muselés. Ils doivent faire une déclaration en mairie, ils doivent faire une déclaration à leur assurance, ils doivent donc avoir cette évaluation et un permis de détention. Donc ça aussi, c'est une formation que j'ai faite pour pouvoir délivrer le permis de détention au propriétaire. D'accord. Là-dessus, en fait, comme j'étais assez frustrée, parce qu'en fait c'était très théorique, j'aide les gens, je parle beaucoup, mais j'avais peu de pratique. J'ai fait une formation qui s'appelle la formation à la conduite accompagnée vétérinaire. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'école du chien et l'école du chiot, en fait, si on veut vulgariser. Ça permet en fait, alors je n'ai malheureusement pas pu le mettre en place de façon groupée, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé pouvoir avoir le samedi après-midi des groupes avec des chiots qui venaient, etc. Mais ça demandait une organisation que j'ai pas réussi, avec des assistants qui acceptent de travailler le samedi, voire le dimanche. Donc voilà, une organisation plus compliquée. Mais par contre, ça me permet dans ma pratique courante d'avoir vraiment la casquette éducative aussi et de pouvoir concrètement aider les gens. Voilà. Comment on fait pour apprendre un rappel, comment on fait pour apprendre la propreté, comment on fait... Voilà, toutes ces choses en fait qui ne sont pas vétérinaires, mais un éducateur pur souvent ne les aide pas non plus là-dessus. Et donc les gens malheureusement sont parfois perdus et ne savent pas non plus quel est le comportement normal, entre guillemets, ou acceptable d'un chien et celui qui est pathologique. Et oui, voilà. Et entre les deux, il y a l'éducation. Et donc c'est compliqué en fin de compte. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas c'est vaste comme domaine. Et ça demande effectivement du temps. Oui, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui ne savent pas comment faire puis qui abandonnent l'animal au lieu de... Parce que ils sont... Oui, tout à fait, parce qu'ils ont été mal conseillés ou pas conseillés. Et ils ont essayé par eux-mêmes de trouver des solutions. Bien souvent, malheureusement, les choses se sont aggravées avec leur animal. Et puis la dernière possibilité qu'ils ont, c'est de l'abandonner. Et alors que... Malheureusement, si on prenait les choses tôt, on pourrait vraiment améliorer les choses. Et est-ce qu'il y a vraiment des animaux qui peuvent être un peu fous, comme on dit? Est-ce qu'il y a des pathologies? Alors, il y a des pathologies très graves. Il y a des syndromes comme la dissocialisation, qui est un syndrome qui apparaît lors du développement de l'animal.
avec un défaut des autocontrôles et une agressivité envers l'humain et ou envers les autres congénères. Et ce sont des animaux qui peuvent avoir des réponses très dangereuses. D'accord. Oui, on peut rencontrer des animaux qui malheureusement sont difficilement rattrapables. D'accord. Alors, c'est pas impossible. Tout dépend à quel moment le propriétaire va vraiment s'inquiéter, va venir consulter. Mais dans ces pathologies très lourdes, plus on attend et plus c'est compliqué à rattraper. Donc peut-être ça se voit quand même assez rapidement quand... Alors ça se voit assez rapidement. Après, il y a deux choses qui peuvent faire échec. C'est d'abord parce que le vétérinaire ne voit pas l'animal assez longtemps ou qu'il n'est pas formé ou qu'il n'a pas d'attirance particulière pour cette spécialisation et du coup ne diagnostique pas réellement. Mais la plupart du temps, c'est aussi le propriétaire qui ne veut pas voir, qui trouve des excuses. Voilà, qui excuse son animal et puis qui espère qu'en grandissant, en vieillissant, ça va s'arranger parce qu'ils ont vu, ils ont lu, on leur a dit que. Et voilà, bien souvent, le facteur limitant, c'est la prise de conscience, qui est trop tardive. Voilà. Et des gens qui sont capables des fois de supporter des choses incroyables de la part de leur animal. Des gens qui ne s'assoient plus sur leur canapé parce que le chien leur grogne dessus et donc ils se sont fait une raison, ils ont une chaise. C'est vrai. C'est pour ça que des fois on dit je vis chez mon chat, chez mon chien. C'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de... C'est incroyable ce que les gens sont capables de supporter avant de commencer à en parler. Même pas venir chercher une information pour que ça change, mais au moins s'ouvrir et dire... J'ai un problème. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? Ils ont honte d'être faibles. Ils ont honte, ils se disent j'ai dû faire quelque chose de pas bien, c'est moi qui ai dû rater quelque chose, donc ça doit être ma faute. Et ils n'osent pas en parler, et donc du coup, bien souvent, nous on apprend les choses tard. Ah oui, non, il faudrait tout de suite. Dès que, un animal ne doit pas grogner ou il faudrait sur son maître peut-être. Avoir presque systématiquement quand on a un chiot ce type de consultation qui dure quand même une bonne heure pour expliquer un petit peu comment fonctionne un animal. Et pas uniquement le faire au moment du vaccin où on a déjà plein d'autres choses, où on va parler d'hygiène de la peau, l'hygiène des oreilles, l'hygiène des dents, etc. Et on a peu de temps pour le comportement. C'est sûr que l'idéal, ce serait d'avoir une heure entre l'âge de 3 et 4, 5 mois pour pouvoir dire venez, on ne parle que de ça et on va vous aider. Ça permettrait d'éviter pas mal de problèmes. Et donc, par contre, il y a à l'inverse tous les gens on voit les chiens habillés avec des petites robes. Oui. Les petits manteaux. Il y a quand même une autre. Oui, alors après, ça c'est. Une mode aussi, non? C'est quoi alors? Oui, alors il y a une mode. Alors vraiment, la France n'est pas le pays quand même le plus touché, on va dire entre guillemets. Le plus excentrique. Mais voilà, si vous allez en Angleterre, à Londres, aux États-Unis même, je suis allée dans d'autres pays où j'ai vu des choses incroyables. Les chiens ont des teintures, ils sont teints en rose, ils sont hyper accessoirisés, ils sont assortis à leur maîtresse. Ici, ça se fait Mais qu'est-ce qu'un animal il ne se rend pas compte, l'animal ou qu'est-ce que... Alors, je pense au niveau que ça du ne comportement, pas. Non. Alors, évidemment, si on l'oblige à rester une heure avec ses bigoudis et son truc, il n'est pas apprécié spécialement. Mais comme nous, on est capable de supporter nos bigoudis, mais on a décidé, pas l'animal. Mais par contre, c'est vrai que ça ne dérange pas qu'on lui mette un petit kiki jaune parce que sa maîtresse a un t-shirt jaune ce jour-là. Voilà. C'est pas très excessif. Les animaux ne se regardent pas dans le miroir. Ils ne se regardent pas et puis ils sont heureux finalement qu'on s'occupe d'eux parce qu'en général, ces maîtres-là sont des gens très aimants. C'est pas les plus malheureux. On va dire. Ils sont pas maltraitants. Il y a une chose qui est importante aussi, on dit les animaux quand il fait très chaud, ils ont mal, quand il fait très chaud avec leurs petits coussins, leurs coussinets, leurs pattes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors effectivement, l'été, donc ici on est dans une région où l'été il fait très très chaud, donc quand on a l'habitude de sortir son animal sur le goudron, il peut se brûler. Donc déjà la première chose c'est d'éviter de le sortir aux heures les plus chaudes. Et puis il existe des solutions tannantes. En fait, c'est comme un espèce de cirage qu'on va mettre sur les coussinets de l'animal, au départ tous les jours, pendant la saison chaude.
et puis 2-3 fois par semaine. Ça permet d'épaissir en fait le côté corné des coussinets et donc du coup de protéger l'animal par rapport à ça. Ah bah merci, parce que souvent les pauvres bêtes... Oui, c'est vrai qu'on ne se méfie pas. Alors, on part du chaud, mais il y a aussi des gens qui partent à la montagne. Ah oui. Alors qu'ici, on n'a pas de neige, on n'a rien du tout, et tout d'un coup, le chien, il va passer des heures et des heures à courir dans la neige, et il revient, mais il a les coussinets complètement abrasés, complètement vifs, parce qu'il est brûlé par le froid. Là, pour le coup. Donc, les chasseurs sont bien au courant de ça. Ils préparent souvent les coussinets de leurs chiens avant la saison de chasse. Ils passent récupérer ce type de solution pour préparer les coussinets. Et ça, on trouve ça partout? Chez tous les vétérinaires. D'accord, faut-il le savoir. Oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très courant, donc on communique peu là-dessus. Oui, non mais... oui. Nous, on se brûle les pieds, donc exactement, les animaux... C'est ça. Et souvent, les gens disent, ah bah là, quand il fait chaud, il ne veut pas sortir. Mais c'est pas uniquement la chaleur qui le gêne, c'est aussi la brûlure. Bien sûr. Voilà un petit indice pour bien prendre soin de vos animaux. Et alors, donc, dans le comportementalisme, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres choses à voir? Alors, là, on a parlé chien, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a aussi des problèmes de comportement avec le chat. Et là, par contre, là où les gens viennent consulter, c'est bien souvent à cause de la malpropreté. Parce que quand on a un chat malpropre, que vous allez vous coucher dans votre lit et que c'est plein d'urine, quand vous vous asseyez sur votre canapé, qu'il y a de l'urine partout, c'est très compliqué pour les gens. Et là aussi, surtout que les chats sont réputés pour être très propres. Alors ils sont très propres. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer plusieurs choses. Soit il y a quelque chose dans leur environnement qui ne leur convient pas. Alors par exemple, je vais prendre une personne qui aurait 3 animaux de compagnie et qui n'aurait qu'une litière. Ah oui, déjà, ça veut dire... Voilà, normalement il faut une litière de plus que le nombre de chats. Si vous avez 3 chats, il faut 4 litières. D'accord. D'abord parce que souvent ils sont gênés par l'odeur des autres. Donc chacun leur litière. Chacun aimerait avoir sa propre litière. Et en dehors de ça, il y a des chats qui aiment bien faire leurs urines d'un côté et leur sel d'un autre côté. Il faut une grande maison. Donc, il faut une grande maison, il faut nettoyer très fréquemment. Avoir assez de litières, mais ne pas les nettoyer fréquemment et avoir un animal qui, au moment où il a envie d'aller faire ses besoins, sent qu'il y a déjà beaucoup de crottes, et il n'y va pas. Il va aller à côté. Il va faire de la malpropreté. Voilà. Donc ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi des phénomènes d'anxiété chez le chat, parce que vous avez introduit un nouveau chien, par exemple, ou parce que vous, jusqu'à présent, vous lui accordiez toute la maison et puis vous venez de refaire la déco du salon et du coup vous ne voulez pas qu'il y aille, donc vous fermez la porte. Voilà, tout ça perturbe énormément un chat. Mais alors, pour aller faire les besoins dans le lit, il faut quand même être en colère. Là, en tout cas, il faut avoir envie de dire, il y a un truc qui ne va pas. Regarde, je suis malheureux, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas pour être méchant ou nous embêter. C'est pour tirer la sonnette d'alarme. C'est pour tirer une sonnette d'alarme. Voilà. D'accord. Donc c'est important de... Et ça peut se traiter après. Ça peut se traiter. D'abord parce qu'on va aller décortiquer tout ce qui se passe dans l'environnement du chat pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas. Il arrive malheureusement qu'on n'arrive pas à détecter ou à trouver ce qui ne va pas, mais malgré tout on utilise des psychotropes, des médicaments en fait qui vont aider. Alors après tout dépend du problème, est-ce que l'animal fait des griffades, est-ce qu'il a des problèmes de diarrhée, est-ce qu'il a des problèmes, est-ce qu'il urine, est-ce que voilà, ça peut... On adapte évidemment à la symptomatologie et à la pathologie. Mais on peut traiter, bien sûr, on peut traiter heureusement. Et là aussi, c'est vrai que c'est important de le savoir avant de se dire j'en ai ras-le-bol de cet animal, je vais le mettre dehors ou je vais la... faut pas attendre longtemps si il fait dans le lit quand même, on se précipite pour aller savoir ce qui se passe. Alors je vous dis, il y a des gens qui vont commencer par fermer leurs portes, interdire tel endroit, et puis c'est que vraiment quand ce sera plus du tout supportable que ça va devenir un motif de consultation. Donc on peut leur dire là, dès les premières fois, allez-y. C'est ça. Dès que vous trouvez que votre animal a un comportement qui est inhabituel chez lui, il faut consulter. Il faut consulter parce que c'est beaucoup plus simple de l'aider et de le traiter quand c'est pris tôt, comme pour toutes les maladies, plutôt que d'avoir laissé traîner et que les symptômes gênants s'installent. Après, c'est toujours beaucoup plus compliqué.
Et les gens après sont en colère en plus. Ils sont moins prêts à accepter certaines choses, à mettre en place des choses parce qu'ils ont développé une certaine colère vis-à-vis de leur animal. Et il ne faut pas. L'animal ne fait pas ça par méchanceté. Non, c'est qu'il n'est pas bien. C'est qu'il n'est pas bien. D'accord, voilà, c'est bien de le savoir. Le comportement, les pathologies, ce sont des maladies, ce sont des pathologies comme le diabète, comme toute autre pathologie. Pathologie comportementale, ça se prend en charge comme n'importe quelle maladie. Vous avez un sujet qui vous est venu comme ça, ou un patient, ça s'appelle des patients, les animaux s'appellent des patients aussi. Oui, c'est ça, ce sont nos patients. Alors, en fait, je suis vraiment très très heureuse, moi, les fois où j'ai des animaux qui commencent à poser problème de dangerosité et que dans la famille il y a des enfants, parce que ça m'inquiète énormément. Et quand je revois les gens et que les choses se sont nettement améliorées, que le chien ne grogne plus sur l'enfant, ne manifeste plus d'agressivité, qu'il peut y avoir un lien qui s'est justement tissé entre eux alors que c'était l'horreur, vraiment c'est ce qui me satisfait le plus. Parce que je me dis, on a évité des accidents, on a évité des drames. Voilà, des drames. Et voilà. c'est vraiment, je pense... Bien sûr, je suis heureuse d'aider les gens quand ils ont un animal mal propre ou mais là, c'est quand même, dans la maison quand ils sont pas là. Les rideaux, ils adorent grimper au rideau, les chats. C'est vrai qu'on peut aider sur tout ça, mais pour moi, c'est vraiment quand il y a un enfant dans la famille et qui a déjà eu morsure ou déjà plusieurs grognements et qu'il faut vraiment intervenir, agir vite et être efficace vite. Et vraiment, quand je vois que les gens sont heureux, qui à nouveau reprennent confiance dans leur animal, et puis surtout, on ne met plus l'enfant en danger, là, ou l'enfant ou les enfants, mais voilà, c'est ma plus grande satisfaction en fait. Merci Cyril pour tout ça. Alors, vous avez pratiqué quelque chose ce matin? Vous avez déjà fait une opération? Alors oui, ce matin, il y a eu une chirurgie sur une... Vous commencez à quelle heure le matin? On commence à 8h. D'accord. Donc le matin, on commence par les chirurgies. Les consultations commencent en général à 9h. Bon, si malheureusement des personnes ne peuvent pas venir avant, les prend avant, bien sûr. On est toujours au minimum 2 vétérinaires qui travaillent ensemble. Sauf l'été, on est 3. On est 3 parce que... il y a du monde, et puis il y a des vacanciers qui amènent leurs animaux aussi. Des vacanciers qui sont là. Donc il nous faut être tous les 3 en même temps, sinon on est toujours 2. Donc le matin, il y en a un de nous 2 qui est en chirurgie, pendant que l'autre commence les consultations. Et ce matin, effectivement, on a eu une chirurgie, on a une stérilisation de chatte. C'est Dr Caron qui a opéré tout à l'heure, et donc la minette est en train de se réveiller tranquillement à la chatterie. Combien de temps d'anesthésie? L'anesthésie en elle-même doit durer 30-35 minutes, l'intervention une vingtaine de minutes. Mais il faut le temps de préparer l'animal, le raser, le désinfecter. Donc il y a un temps préopératoire et un temps post-opératoire. D'accord. Et là, donc, elle est réveillée, vous pensez? Et là, je pense qu'elle doit commencer à ouvrir un petit peu les yeux et lever un peu la tête, mais on la rendra que cet après-midi à 17h, le temps qu'elle ait bien éliminé son anesthésie et qu'elle tienne correctement sur ses pattes. Super, merci. On peut pas le... On peut aller la voir, bien sûr, si vous voulez, on peut voir la chatterie chenille. Voilà. Alors donc elle commence à se réveiller, elle est debout. Alors évidemment c'est un peu compliqué pour elle parce que là elle fait l'apprentissage de la vie avec une collerette. Donc la collerette c'est ce petit entonnoir gris qu'elle a autour de la tête. Oui, vous pouvez vous approcher. Et qui va faire qu'elle ne va pas toucher au point qu'elle a sur le ventre puisqu'elle a été stérilisée. Et il va falloir qu'elle supporte ça pendant 12 jours. Alors bien sûr, 12 jours, c'est long, c'est long pour l'animal. Oui. Alors par contre, on peut leur enlever régulièrement la collerette quand on est à côté, le temps que l'animal fasse sa toilette, qu'il mange, qu'il boit. Et vous la connaissez, cette minette? Alors c'est ma consoeur qui s'en est occupée, oui, c'est vrai, on peut demander à Marion, elle vous en dira davantage. Donc voilà. Oh, elle est encore bien endormie quand même. Elle n'est pas encore en état de repartir à sa maison. Voilà, alors... C'est bien là, puis là ils sont en consultation donc là il y a une chirurgie. Oui, d'accord. Voilà. Si vous... Bon, je peux?
peut-être un peu de loin. Voilà, donc là c'est une castration de chat, le fameux chat que nous a apporté le monsieur tout à l'heure. C'est lui alors. Donc ça y est, il Lui est qui n'a pas de nom. anesthésié. Allez, super. Et donc là il va être stérilisé. Ouais. Et puis alors après, bon bah je saurai ça plus tard, mais ils les remettent dans la nature alors. Ils les remettent à l'endroit où ils ont été piégés, parce que les chats ont leurs habitudes, hein, ils ont leurs copains, les gens qui viennent les nourrir, ils sont habitués. Là on voit que ce chat est bien nourri, hein, il vit dehors, mais il est grassouillé. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont impliqués et qui s'occupent de tous ces chats. Mais au moins ils sont stérilisés. On est sûr qu'il n'y aura pas de prolifération excessive des populations de chats. C'est ça qui compte. Eh ben, très bien, puis là, hein, ça s'active. Et ben, ça y est, le livreur arrive, c'est son heure, donc les croquettes, le médicament, on est toujours occupé. Eh ben, super. Eh ben, merci hein, Cyril. Avec grand plaisir, merci à vous d'être venu. Ben, avec plaisir, ça faisait longtemps que je voulais faire un sujet sur les animaux. Oui. Et nos animaux qu'on aime tant et qui sont tellement... je veux dire, les gens, quand ils ont un animal, c'est presque un enfant. Hein, c'est un membre de la famille maintenant. C'est vraiment un membre de la famille. On y tient vraiment. Ils ont un prénom, ils ont des surnoms, ils ont leurs jouets, leurs habitudes. Oui, c'est un membre de la famille à part entière. Eh ben, merci à tout le monde, à toute l'équipe. Merci à vous. À bientôt, bonne journée. Les pirates. Livedi sa sofre. Noni come kame se so mi ani che do pe no te.